Quand Oboa crée son Christian, unité ou ses forces spéciales, il ne dit pas aux gens où va-t-il trouver les gens qui vont faire partir de ces forces spéciales et une note signée de lui où il n'y a pas l'aval. Je n'ai pas vu la signature du ministre de la Défense, la signature de Denis Sassou Nguesso n'y est pas, la signature d'Anatole Coliné Makosso non plus. C'est une milice privée. Où trouvera-t-il des hommes? Et qui sont-ils ces hommes? Christian, j'ai lu cette note et je pense que mon premier réflexe après avoir lu cette note, c'était de me reporter, de me référer au décret qui créait la Direction générale de la sécurité publique. Je me suis repéré, j'ai retrouvé un texte de 2009. Et ce qui m'a surpris, c'est un décret qui a été pris et ce décret a été signé à la fois par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre Mbot et par le ministre de la Défense. Mais à partir de quoi le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité publique, peut créer une direction? C'est pour vous dire quoi, Christian? Il y a un problème d'autorité, de restauration de l'autorité. En fait, la question, ce n'est pas moi qu'il faut la poser. Il faut la poser à Coliné Makosso. Qu'est-ce qu'il attend pour annuler cette note? Surtout qu'il Qu'est-ce que Coliné il Makosso... en a déjà annulé là ailleurs où, voilà, je l'ai vu annuler les Mais il, a, notes. Pourquoi? il en a annulé, mais en termes de restauration de l'autorité de l'État, chaque fois que l'occasion se présente, il doit l'annuler. Et moi, je donne mon point de vue. On ne peut pas parler des hommes, etc., à partir du moment où, pour moi, le directeur général de la sécurité publique n'a pas le droit, parallélisme La de force, sécurité de présidentielle, créer vous une voulez dire alors? oui, oui, de la sécurité présidentielle, n'a pas le droit de créer une structure. Et si une telle structure devait être créée, elle doit passer par le Conseil des ministres qui prend un décret et il doit y avoir le visa des principaux ministres, etc. Notre premier président, l'abbé Philbert Youlou, a été condamné à mort par contumace, entre autres pour détournement des deniers publics. Mais les Congolais, jusqu'à aujourd'hui, surtout les nouvelles générations, veulent exactement savoir de quel détournement il s'agit. Si je viens plus proche de nous, le président Pascal Lissouba, démocratiquement élu, mais a été condamné dans un procès Oxy à 30 ans de travaux forcés et à payer une amende de 25 milliards. Et quand je reviens sur ça, Christian, je dis, parce que chaque Congolais bénéficie de la présomption d'innocence. Les révélations, ce n'est pas Clément Mirassa qui les a faites, ce n'est pas Christian, c'est les Panama Papers. C'est quand même à un niveau très sérieux. Et on a révélé que 6 Congolais détenaient dans les paradis fiscaux 5 500 milliards. Et là-dedans, Jean-Jacques Bouya est cité. Et si on prend la sommation de ce qui est donné comme compte en euros et en dollars, mais lorsqu'on traduit ça en francs CFA, on a pratiquement plus de 2000 milliards de francs CFA. Christian, comment un Congolais aujourd'hui peut prétendre avoir 2000 milliards? Et quand on met ce compatriote à la tête du comité de gestion, quel est le message qu'on veut exactement faire passer? Est-ce que c'est pour faire passer ou défendre les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, ou bien c'est pour se dire, il peut agir pour que cet argent puisse rentrer? C'est pour ça que j'ai tenu à faire d'abord cette déclaration avant d'aller à la question que tu as posée sur le comité de trésorerie. Le comité de trésorerie, je suis sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Congolais sont dans l'émotion. Non, il ne faut pas être dans l'émotion tardivement, Christian. Moi, cette question me gêne. Pourquoi? Mais parce que c'est là, à Oyo, et pratiquement dans les mêmes salles, c'est-à-dire la résidence privée du chef de l'État, que les fameux accords avec les Rwandais, en présence du président Paul Kagame et du président, ont été signés. Donc, il faut que les Congolais prennent l'habitude de réagir à temps et de dire que ce genre de réunion doit avoir lieu dans le lieu public.
puisque à Oyo, il y a une mairie, il y a une sous-préfecture, il y a un certain nombre de structures. Il est tout à fait normal, même si le président de la République est en vacances, que ce genre de réunion se tienne dans un cadre véritablement officiel. Et il faut attirer l'attention des gouvernants. Maintenant, s'agissant de la réunion des trésoreries elle-même, Christian, non, je crois qu'il faut raisonner en responsable d'État. Ce qui s'est fait, Christian, à Oyo, en termes de réunion des trésoreries, ça frise toutes les règles de bonne gouvernance. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour Clément Mirassa, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Christian. Je vais bien, mais je souffre de ce que le pays n'ait pas d'électricité et d'eau. Alors, la problématique d'accès à l'électricité continue au Congo-Brazzaville, 64 ans après l'indépendance du Congo-Brazzaville. C'est bien triste et c'est dommage. En tout cas, merci de votre disponibilité pour le décryptage encore de l'actualité congolaise. Ensemble avec nous, c'est ainsi que nous allons donc évoquer la demande formulée par les ONG au gouvernement congolais de déclarer l'ambassadeur rwandais au Congo-Brazzaville, Théoneste Mutinda Chaka, persona non grata. S'exprimant sur la désapprobation suscitée dans l'opinion publique congolaise quant à la mise en œuvre de l'accord sur les terres, le ministre rwandais déclara devant la presse que la polémique autour de cet accord a été créée, alimentée et entretenue par des groupes politiques. En plus, contre toute attente, l'ambassadeur rwandais a déclaré dans un média fortement relayé que les Congolais opposés à ce projet de cession ou de vente de terres sont des destructeurs de la relation rwando-congolaise. Il a promis de faire de la pédagogie au peuple congolais. C'est le même ambassadeur qui, le 27 juillet 2021, après une rencontre avec le ministre des Affaires foncières, déclarait Uribi et Orbi qu'il était venu pour obtenir des actes fonciers des terres que son pays avait acquises au Congo. Décidément, ces prises de parole discourtoises sont révélatrices du mépris de ces deux personnalités rwandaises envers les Congolais. En effet, ces deux personnalités contestent aux Congolais la capacité de défendre leurs intérêts et leurs terres sont toute forme de manipulation politique. Une insulte à l'intelligence et au patriotisme du peuple congolais. Ce contrat de mépris est davantage confirmé par le fait que le diplomate rwandais promet de pouvoir faire la pédagogie au peuple congolais. La coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers tient enfin à préciser que sa démarche ne consiste pas, dans l'état actuel de la situation, à demander la fermeture de l'ambassade du Rwanda au Congo, moins encore la rupture des relations diplomatiques avec ce pays, mais plutôt l'expulsion de ce diplomate qui, par son arrogance et son attitude téméraire, a franchi les limites dictées par la Convention de Vienne, causant par conséquent un préjudice moral aux Congolais. Vous-même et les membres de votre plateforme de l'opposition dénonciez la mauvaise foi du gouvernement Anatole Coliné Makosso et demandiez aussi l'annulation pure et simple des accords Congo-Rwanda. Vous nous direz tout à l'heure les raisons. Nous parlerons également de la convocation d'une réunion de travail du comité de trésorerie de l'État à la résidence privée de Denis Sassou Nguesso à Oyo, c'était le 22 août dernier. Ensuite, nous pourrions boucler cette interview par la situation des enseignants communautaires actifs du Congo-Brazzaville. La situation des enseignants volontaires demeure insoutenable. 4 mois de bourse non payée. En assemblée générale extraordinaire ce 25 juillet 2024, ces enseignants s'indignent une fois de plus sur ce traitement qui met à mal leur bien-être social. Ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu d'avancée. Nous sommes aujourd'hui à 4 mois impayés.
les enseignants éprouvent de nombreuses difficultés. Parce que tenez-vous tranquille, on ne peut pas vivre sans manger, sans s'habiller et se déplacer. Les enseignants ont du mal à se nourrir parce que quoi? Les maudites sommes de bourse ne sont pas payées. Je lance une invite au gouvernement de nous payer immédiatement les 4 mois pour effectivement une rentrée scolaire apaisée. Leurs revendications se concentrent également sur la fameuse question de l'intégration des plus vieux. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'ossature de cette interview. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur R7. Pensez donc à liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Partagez cette interview autant de fois que vous le pourriez. Vous nous aiderez ainsi à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Vous pouvez aussi soutenir R7 en faisant un petit don. Le lien est inscrit en dessous de la vidéo. Clément Mirassa, le Congo est en pleine crise, une crise multidimensionnelle. Tout à l'heure, vous l'avez dit, le Congo va très mal. Tous les voyants sont au rouge. Le trésor public serait totalement vide. Je mets ça encore au conditionnel parce que moi, jusqu'à maintenant, je n'y crois pas. Je sais que le Congo a beaucoup d'argent. Mais le Congo serait en fait en état de cessation des paiements. À en croire évidemment la déclaration, bien sûr, ou les propos du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, alors qu'il s'adressait au Sénat le 22 juin dernier. Je vous propose d'ailleurs un extrait de son discours. Suivez. Ou d'émoluments. On s'est plutôt permis d'ailleurs de couvrir un certain nombre de charges antérieures. Oui, les retards dans le paiement de divers traitements ont commencé à se faire sentir à partir du second trimestre de cette année. Ces retards concernent en effet les pensions des retraités, les salaires des agents de l'État, des collectivités locales, des émoluments des parlementaires, les bourses des étudiants et les indemnités des sinistrés du 4 mars 2012. À cela, il faut ajouter certains autres sinistres qui attendent d'être gérés. Et bien entendu, il faut ajouter les émoluments des membres du gouvernement, de leurs collaborateurs et des collaborateurs de la présidence de la République. Pour qu'on n'ait pas à penser que la situation ne concerne qu'une catégorie de personnes, ou particulièrement les parlementaires ou les autres catégories sociales. Non. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Le niveau des recettes collectées par les régies financières, bien qu'étant sur une légère tendance haussière, est largement inférieur au volume des dépenses exigibles et l'accès au financement sur le marché sous-régional des titres publics est de plus en plus difficile, non seulement à cause du poids de l'endettement, mais aussi à cause de la situation de trésorerie sur le marché sous-régional. Voilà, alors pour Anatole Kouliné-Makosso, les difficultés financières sont dues aux efforts du respect des engagements internationaux du Congo, notamment le paiement de la dette extérieure. Dans cette stratégie, évidemment, de mobilisation de la trésorerie de l'État, un groupe de travail ad hoc avait été mis en place sous la présidence de Jean-Jacques Bouya. Mais finalement, les Congolais ont appris depuis quelques jours, le 22 juin dernier, bien entendu, devait se tenir ou s'est tenue une réunion de travail du comité de trésorerie de l'État à la résidence privée de Denis Sassou Nguesso. J'insiste, je répète, à la résidence privée de Denis Sassou Nguesso. Quels commentaires en faites-vous? D'abord sur la forme, et on reviendra tout à l'heure sur le fond. Sur la forme, je dirais d'abord que ce comité, semble-t-il, se réunit régulièrement. Mais cette fois-ci, ça a eu un caractère particulier parce que la note de service est signée par le Premier ministre, a été publiée même dans les réseaux sociaux. Mais avant d'arriver aux commentaires sur le comité de trésorerie, je vais d'abord revenir sur ce que le Premier ministre a dit. Non, il faut qu'on soit sérieux, Christian. L'État congolais adopte un budget chaque année. Et le budget de l'année 2024 a été adopté en décembre 2023. Et les déclarations du Premier ministre
font apparaître que le gouvernement a été comme surpris, puisque quand on suit ces déclarations, il dit qu'il y a des échéances qui sont tombées en cascade. Non. Gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'on gère les affaires de la cité, il faut qu'on ait les moyens de projection. Donc, à mon avis, je dois dire que le Premier ministre doit assumer un certain nombre de choses. La première chose qu'il doit assumer, c'est que son gouvernement a perdu toute crédibilité. Ça, c'est clair et c'est net. La deuxième chose qu'ils doivent assumer, c'est que ce gouvernement baigne dans la malgouvernance et dans le mensonge. Et c'est pour ça que l'on ne s'en sort pas. Et je crois qu'on ne peut pas venir divertir les Congolais en disant on ne peut pas payer les pensions, on ne peut pas payer les bourses parce qu'il y a des échéances de dettes, et particulièrement la dette extérieure. Non, je crois que c'est vraiment de la diversion. Alors, vous êtes en Maintenant, train de pour dire qu'il doit être responsable, là. ah ben, il faut qu'il soit responsable. La mission du Premier ministre à la tête du gouvernement, c'est d'exécuter le budget qui a été adopté pour l'année 2024. Et dans ce budget, si on n'a pas tenu compte des échéances de la dette qui arrivait, ben, c'est très grave. Parce que c'est très grave, Christian. Ça Ça veut frise, dire que vous êtes en train de dire, cela frise un peu de l'amateurisme, c'est ça? ben, ça fait de l'amateurisme, mais ce n'est pas sérieux. Et avant d'arriver au comité de trésorerie, je vais venir à la note de service que le Premier ministre a prise, justement. Mais ce n'est pas sérieux, Christian. On ne peut pas prendre le ministre d'État, même s'il est ministre d'État, chargé de l'aménagement du territoire, pour venir présider le comité de trésorerie. C'est une mission fondamentale et essentielle du ministre des Finances. Si le ministre des Finances est incompétent, on se sépare de lui et on cherche un Congolais, même membre du Parti congolais du travail, même s'ils sont dans l'irrégularité des lois et règlements de la République, et on le nomme. Mais on ne peut pas faire ce que l'on fait. Et moi, j'attire l'attention du président de la République et du Premier ministre. Pourquoi? Mais parce que, tout comme Denis Christel Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya est cité dans beaucoup de cas. Il vous souviendra, je vais revenir. Et c'est ça qui fait perdre la crédibilité du gouvernement d'Anatole Kondine-Makosso. Souvenez-vous de la déclaration d'un député en pleine session de l'Assemblée. Je crois que c'était même en pleine séance de questions orales au gouvernement. Il a été révélé que de l'argent avait été débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Et Est-ce que pendant que c'est vous le dites, sérieux? pardon, Clément Mirassa, je préfère proposer une vidéo d'illustration. Suivez, c'est le député, un député congolais d'ailleurs, en plus, qui interpellait Jean-Jacques Bouya en pleine session. Suivez. Je peux vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé de contrat sur l'entreprise de tonnage. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 kilomètres. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas? Mais d'ici, oui. C'était là le député Ibovi. Oui, vous disiez donc, Clément Mirassa. Mais je disais qu'il y a déjà, par exemple, une telle information en pleine assemblée. Et je pense au président de l'Assemblée et aux autres députés. Qu'est-ce qui en est suivi, Christian? Un silence total. Un silence total. Est-ce que nous sommes un État responsable? Je dis non. Parce que dans un État de droit, une telle information aurait suscité qu'une enquête parlementaire soit menée et que la lumière soit faite. La lumière n'a jamais été faite. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas que j'évoque, mais c'est les révélations des Panama Papers. À un moment, vous savez que les dirigeants disaient qu'ils étaient attaqués par les ONG qui voulaient les déstabiliser. Mais maintenant, il est clair, le vol est clairement établi dans le pays. Et la situation est d'autant plus grave. Pourquoi, Christian? Mais parce que notre premier président, l'abbé Philbert Youlou, a été condamné à mort par contumace, entre autres pour détournement des deniers publics. Mais les Congolais, jusqu'aujourd'hui, surtout les nouvelles générations, veulent exactement savoir de quel détournement il s'agit. Si je viens plus proche de nous, le président Pascal Lissouba, démocratiquement élu, mais a été condamné dans un procès Oxy à 30 ans de travaux forcés et à payer une amende de 25 milliards. Et quand je reviens sur ça, Christian,
Je dis parce que chaque Congolais bénéficie de la présomption d'innocence. Les révélations, ce n'est pas Clément Mirassa qui les a faites, ce n'est pas Christian, c'est les Panama Papers. C'est quand même à un niveau très sérieux. Et on a révélé que 6 Congolais détenaient dans les paradis fiscaux 5 500 milliards. Et là-dedans, Jean-Jacques Bouya est cité. Et si on prend la sommation de ce qui est donné comme compte en euros et en dollars, mais lorsqu'on traduit ça en francs CFA, on a pratiquement plus de 2000 milliards de francs CFA. Christian, comment un Congolais aujourd'hui peut prétendre avoir 2000 milliards? Et quand on met ce compatriote à la tête du comité de gestion, quel est le message qu'on veut exactement faire passer? Est-ce que c'est pour faire passer ou défendre les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, ou bien c'est pour se dire il peut agir pour que cet argent puisse rentrer? C'est pour ça que j'ai tenu à faire d'abord cette déclaration avant d'aller à la question que tu as posée sur le comité de trésorerie. Le comité de trésorerie, je suis sur les réseaux sociaux, beaucoup de Congolais sont dans l'émotion. Non, il ne faut pas être dans l'émotion tardivement, Christian. Moi, cette question me gêne. Pourquoi? Mais parce que c'est là, à Oyo, et pratiquement dans les mêmes salles, c'est-à-dire la résidence privée du chef de l'État, que les fameux accords avec les Rwandais, en présence du président Paul Kagame et du président, ont été signés. Donc, il faut que les Congolais prennent l'habitude de réagir à temps et de dire que ce genre de réunion doit avoir lieu dans le lieu public. Puisque à Oyo, il y a une mairie, il y a une sous-préfecture, il y a un certain nombre de structures. Il est tout à fait normal, même si le président de la République est en vacances, que ce genre de réunion se tienne dans un cadre véritablement officiel. Et il faut attirer l'attention des gouvernants. Maintenant, s'agissant de la réunion des trésoreries elle-même, Christian, non, je crois qu'il faut raisonner en responsable d'État. Ce qui s'est fait, Christian, à Oyo, en termes de réunion des trésoreries, ça frise toutes les règles de bonne gouvernance. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous voyez bien que cette réunion a lieu après qu'on ait mis un comité qui est chargé de renflouer les caisses de l'État. Ça veut dire que les 2 ministères, économie et finances, et l'autre ministère chargé du budget, ont des problèmes de compétences et de rendement et d'efforts qu'ils doivent fournir pour rendre un certain nombre de choses. Maintenant, sur le fond, Christian, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas eu de communication là-dessus. Et c'est très grave. Maintenant, je continue sur la communication. Moi, je suis de ceux qui pensent, Christian, que si on veut renflouer les caisses de l'État aujourd'hui, il faut lancer un coup de poing, opération lutte contre la corruption. Parce que la plupart, et c'est pour ça que le gouvernement Pauline Makosso a perdu sa crédibilité. Pourquoi? Mais parce que beaucoup des membres de ce gouvernement sont baignés dans de gros scandales économiques et financiers. Prenez les révélations des Panama Papers. Lesquels ils sont impliqués? C'est les membres du bureau politique, c'est les membres du comité central, c'est les ambassadeurs, c'est à ce niveau. Bon, prenez le Figaro. Qui est impliqué là-dedans? Ben, c'est une membre du gouvernement. Prenez le dossier de l'Amir Ngele sur les détournements qui avaient été faits au niveau du ministère des hydrocarbures. C'est les membres. Donc, on peut aussi citer le penthouse de Miami avec Christelle Sassou Nguesso, l'achat d'un appartement sur la tour Trump Tower. Ça, c'est voilà, c'est toujours la famille Nguesso. Dernièrement, on venait de revendre, je crois, aux enchères une villa de Monsieur Ndongo, voilà, à coups de milliards. Et tous ces membres, j'allais dire, ces personnalités sont encore en fonction dans le oui, gouvernement congolais. oui, donc je dirais, Christian, que si on veut aller aux questions de fond, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, qui, à mon avis, est le grand réservoir de l'argent qui doit renflouer les caisses de l'État, ne fait pas partie de ça. Et c'est préoccupant.
D'autant que lui-même, ce président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, a fait une annonce le 9 décembre 2023 pour dire qu'il avait des dossiers, qu'il allait en publier les résultats, etc. Et on n'a jamais vu les résultats, il n'y a jamais eu de saisine. Donc, nous avons comme au niveau des gouvernants un cercle qui s'est constitué pour protéger un certain nombre de personnes qui le connaissent, puisque les dossiers sont mis à nu aujourd'hui. Les dossiers sont mis à nu. Et à partir de ce moment, on a beaucoup de problèmes. Ensuite, je continue, Christian. Si on veut être sérieux au niveau du comité de trésorerie, est-ce qu'on peut faire un comité de trésorerie au Congo aujourd'hui, sous la responsabilité du président de la République assisté par le Premier ministre, sans qu'on ne parle de la réduction du train de vie de l'État, qui doit toucher y compris les salaires et les rémunérations des ministres? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ces gens viennent nous dire que le pays est en crise et tout ça et qu'ils continuent à gagner 25 millions, 15 millions, 10 millions? Est-ce que c'est normal ça? Mais c'est se moquer des gens. Donc, à mon avis, il y a une apparence, il y a une apparence. Et dans le fond, ce genre de comité de trésorerie n'est pas fait pour régler et pour sortir les Congolais de la misère. D'autant, Christian, lorsqu'on réfléchit, on peut regarder ce qui se passe avec le Fonds monétaire. Le gouvernement nous avait dit quoi? Le gouvernement nous avait dit qu'à l'horizon 2025, on allait être un pays émergent. Premier aspect. Est-ce qu'on le sera? Non. Le gouvernement de Colonel Makosso n'est pas crédible. Deuxième aspect. Et on peut épiloguer là-dessus. Oui, mais évidemment, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir si la convocation, par exemple, de cette réunion du comité de trésorerie de l'État à la résidence privée de Denis Sassou Nguesso n'entre pas dans la logique d'une communication destinée à une consommation extérieure, c'est-à-dire faire croire, comprendre au FMI que, bon, voilà, nous sommes tout de même devenus, voilà, on est en train de... de Une communication extérieure qui passerait mal, Christian. Et je vais te dire pourquoi. Le premier point, quand vous prenez les 15 membres de cette réunion, 12 sont soit du même département que le président de la République, soit du même groupe ethnique. Donc, c'est la caractéristique d'une gestion clanique. Et Christian, je ne serais pas méchant, mais je pourrais dire que cette réunion aurait pu se tenir, excusez-moi le terme, je vais peut-être en choquer certains, cette réunion aurait pu se tenir en Bochie. Parce que quand vous prenez l'essentiel des régies financières, regardez ce qui se passe. Tous les responsables et tous les cadres compétents qui travaillent dans ces régies financières, ils sont issus soit du département de la cuvette, soit de la même ethnie que le président de la République. Il n'y a que là-bas qu'il a la compétence. Et lorsqu'on va aux élections, on parle d'unité nationale, on veut qu'on vous vote à Ouesso, on veut qu'on vous vote à Madimbukai, etc. Mais une fois que le vote est terminé, Christian, c'est un problème fondamental. Bon, ceux qui se sont du même département ou de la même ethnie considèrent que c'est leur pouvoir. Et c'est les Évidemment, réactions. c'est aussi là une manière comme j'allais dire, une gestion opaque. Lorsqu'on procède comme ça, c'est pour généralement opérer des actions dont toute opacité, parce que c'est des parents d'un même coin du pays, comme qui dirait, de la même zone, ou comme vous l'avez dit, de la même ethnie, et qui peuvent se communiquer, pourquoi pas, en patois et tout ça pour, évidemment, empêcher que les autres sachent ce qui se dit ou ce qui se fait. Ça ne relève que de Mais, l'opacité, en fait, de la gestion des affaires publiques ou des finances publiques. mais Christian, l'opacité, c'est certainement bien. Mais Laurent Sokoko nous a appris quoi? C'est pas moi qui ai fait la vidéo, c'est Laurent Sokoko. Que même un enfant peut chercher à porter atteinte à la vie de son père. Donc l'opacité, à un moment donné, il faut bien qu'elle soit convergente avec les intérêts des uns des autres. Et si les intérêts divergent, c'est pas... Mais moi, je dis, Christian, je donne mon point de vue. Lorsque vous avez au Trésor quelqu'un qui est directeur général du Trésor au TPG depuis 97, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne devrait pas arriver à ces situations. Lorsqu'on constate que... Mais prenez, moi je vous prends un cas, et c'est concret.
Le directeur général des impôts aurait pu être relevé après qu'il ait passé une nuit à la maison d'arrêt. Pourquoi on l'a gardé? Alors, il ne faut pas qu'on divertisse les Congolais. D'un côté, on veut faire croire qu'on veut résoudre leurs problèmes. De l'autre, on est dans un système de protection des principaux responsables des crimes et scandales économiques et financiers. Et ce n'est pas. Et moi, j'ai été surpris qu'à l'issue de ce comité de trésorerie, Christian, mais il n'y a aucun communiqué. C'est l'omerta. Bon, je peux te dire que ma grande satisfaction, en partie, comme je suis retraité, parce que le comité a eu lieu le jeudi et le vendredi, nous avons appris qu'il y a eu le virement pour payer les pensions et dit-on que ça se paye depuis ce matin, lundi matin, etc., etc. Mais il faut Mais être moi, ma plus sérieux. question, la question qui s'impose, d'où vient finalement cet argent? Ben, d'où vient cet argent? Écoute, Christian, Puisque les caisses moi, sont je ne me vides. pose pas, je ne me pose pas cette question. Je ne me pose pas cette question. Si mes souvenirs sont exacts, lorsque nous avons signé avec le Fonds monétaire en juillet 2019, il y a eu une matrice de 48 mesures. Et parmi les mesures qui avaient été envisagées, on avait envisagé à l'époque le transfert automatique de la partie libre des dépôts de l'État congolais en Chine vers un compte unique du Trésor ouvert dans les livres de la Banque centrale. Ça veut dire qu'effectivement, il y a de l'argent qui n'est pas dans les livres de la Banque centrale, mais qui est en dehors. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, Christian. Mais les 14 000 milliards sont partis. Le troisième aspect, lorsqu'on dit qu'il y a 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on puise dans les caisses de l'État congolais, on appauvrit l'État, on enfonce les Congolais dans la misère et dans la souffrance, mais on dépose cet argent à l'extérieur pour favoriser le développement de ces pays-là et enfoncer le Congo dans le sous-développement. Et après, on vient devant les Congolais faire des meetings pour dire le projet de société que nous appliquons, c'est ensemble poursuivons la marche, entendu la marche vers le développement, Développement. alors qu'en réalité, tout responsable qu'on est, tout gouvernant qu'on est, on agit pour le contraire. Je crois que c'est ça qu'il faut arrêter. C'est pour ça que moi, Christian, je parle à chaque fois qu'il faut que les Congolais en prennent conscience et que nous évoluions vers une situation de changement profond et structurel et de rupture avec cette gestion. Je crois qu'il faut gérer le Congo autrement qu'il ne se gère aujourd'hui. Voilà, évidemment, dans le même ordre, s'il faut le dire comme ça, nous savons que le pouvoir, par exemple, le nouveau pouvoir angolais, s'était lancé sur la piste de quelques 100 milliards de dollars disparus durant les années Dos Santos, donc l'ancien président, qui est décédé d'ailleurs, paix à son âme. C'est ainsi qu'en février 2018, le Parlement angolais avait adopté 2 textes portant sur le rapatriement des capitaux angolais domiciliés à l'étranger. Et au cours, évidemment, de cette période, on a demandé aux criminels, il faut les appeler comme ça, aux criminels financiers, tous ceux qui avaient volé l'argent de l'État angolais planqué dans les paradis fiscaux, ceux qui pensaient qu'ils pouvaient coopérer devraient rapatrier un peu de cet argent pour bénéficier tout de même des mesures clémentes. Voilà. Et on a vu, évidemment, rien que les volontaires ont rapatrié plus de 2 milliards de dollars américains. 2 milliards de dollars américains, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est des volontaires. Mais après, la procédure a suivi. Pour ceux qui n'avaient pas coopéré, évidemment, on est allé rapatrier. Pourquoi est-ce qu'en fait, ma question, c'est celle-là. Pourquoi le gouvernement congolais, j'allais dire Denis Sassou Nguesso lui, parce que désormais, il faut qu'on soit précis. Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne demande pas à ces criminels qui l'entourent, je sais que lui aussi, il est parmi eux, pourquoi ne demande-t-il pas à ces criminels financiers de rapatrier l'argent qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux au lieu de nous jouer des tours du genre comité de trésorerie? On sait bien que comité de trésorerie, moi je peux me tromper, mais je pense que l'argent qu'on a viré pour les pensions, c'est l'argent qui doit sortir, je crois bien, des caisses voilà, qui sont dans sa résidence ou sous son lit ou, je sais pas moi, des tombes, pourquoi pas? Pourquoi
n'instaure-t-il pas ce système de rapatriement des fonds volés et planqués dans les paradis fiscaux? C'est beaucoup plus facile, c'est quand même des milliers de milliards. Vous avez dit, tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il y a un dignitaire qui possède à lui seul plus de 2 000 milliards. Est-ce que les gens entendent ça? 2 000 milliards. Je ne sais pas comment expliquer ça aux Congolais. Pourquoi le Congo ne rapatrie pas cet argent? Christian, Christian, tu évoques le cas de l'Angola, mais je te parlerai d'un cas plus pathétique, plus intéressant pour le Congo. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, où on avait lancé une grosse opération de lutte anticorruption. Mais la procédure a été laquelle? Les dignitaires, les princes, les ministres, les anciens ministres, etc. On les a pris et on les a enfermés Dans un hôtel. dans un bel hôtel de Riyad, avec l'interdiction de sortir tant qu'ils n'auront pas dépensé. Mais Christian, le résultat est connu. Le résultat est connu. 60 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 60 000 milliards de francs CFA, sont rentrés dans les caisses du royaume. Et ceux qui ont accepté de coopérer, comme tu évoques, dans le cas de l'Angola, ils n'ont pas été inquiétés. Ils ont fait des chèques. Ils ont remis une bonne partie de l'argent et ils ont retrouvé leur liberté. En fait, dans notre pays, déjà, Christian, je te le dis assez souvent et je le rappelle, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Explique-moi pourquoi sur le terrain d'Allier, même le président de la haute autorité de lutte contre la corruption qui a fait des descentes, qui a eu des cas, se refuse à délibérer et à publier les résultats. Tu vois bien que nous sommes dans un système où on a choisi volontairement, les gouvernants ont choisi volontairement de s'enrichir sur le dos de l'État, d'appauvrir l'État et d'enfoncer les Congolais dans la souffrance et dans la misère. C'est ça que les Congolais doivent comprendre. Parce que je m'adresse aux jeunes, puisque souvent on parle des jeunes, l'année 2024. Je ne sais pas si c'est l'année 2024 qui est l'année de la jeunesse ou c'est 2024, 2025, 2026, mais enfin, dit-on que c'est l'année de la jeunesse. Mais il faut que les jeunes comprennent. Lorsque j'ai 2 000 milliards ou lorsque j'ai 1 850 milliards, mais il m'est facile de prendre une partie de cet argent, de remettre 5 000 francs, 5 000 francs, 5 000 francs aux jeunes. Mais lorsque les jeunes prennent cet argent, ils croient qu'on les aime. Mais c'est à cause de ça qu'on a enfoncé les jeunes dans la souffrance. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'emploi. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à payer les enseignants. C'est pour ça. Donc, il faut que les Congolais et les jeunes prennent conscience. Et c'est pour ça que j'ai vu, je crois que c'est au Ghana, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, qu'un homme politique est venu avec des cadeaux, des dons, tout ça. La population l'a refoulé avec les cadeaux. Ce n'est pas les sacs de riz, ce n'est pas les sacs de faim. Ce que l'on veut, et on a dit les choses clairement, lorsque vous avez faim, il faut qu'on vous apprenne à pêcher. Parce que si on vous donne un poisson, demain, vous allez revenir. Mais si on vous apprend à pêcher vous-même, vous vous débrouillerez. Et Christian, je terminerai sur ça, sur le manque de volonté des autorités congolaises de lutter contre la corruption. Le premier ministre de Singapour, qui a reconnu qu'à Singapour, il n'y a pas de corruption, il a dit que lorsqu'on veut lutter contre la corruption dans un pays, il faut commencer par les plus gros. Dès que vous touchez les gros, le reste va s'éteindre. Mais quand vous commencez par les petits pour faire la diversion, Christian, pose-toi la question. Fred Makita a fait découvrir un réseau mafieux à l'hôpital général de Dolisie. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'on lui a donné un poste? Au contraire. Mais est-ce qu'on s'est occupé des autres hôpitaux généraux? Puisque le directeur général avait dit, il n'y a pas que chez moi que ça se passe comme ça. Mais quand je lis les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai découvert? J'espère que ce n'est pas des fake news. On a dit que ce monsieur avait plus d'une dizaine d'immeubles, dont 2 hôtels, et qu'on aurait trouvé chez lui 452 millions. Vous vous rendez compte? Et après, on vient devant les Congolais, on dit le trou est profond, il faut. Mais, Christian, c'est là que je vais essayer de conclure cette partie. Je crois que tu as suivi l'information qui se passe en Guinée équatoriale. Le président Obiang Nguema est président là-bas depuis Son, 79, son c'est fils a été pratiquement condamné, oui.
Mais son fils a été condamné à 18 ans d'emprisonnement et a payé une amende de 500 millions. Mais Christian, ce qui est fort et qui nous ramène au cas du Congo, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'un jour qu'on fasse une émission là-dessus. Ce qui est fort, c'est quoi? Il a reconnu, lui, il a reconnu au tribunal qu'il avait vendu l'avion, qu'il a signé un contrat, qu'on lui a déjà versé la moitié de l'argent prévu dans le contrat et qu'il a déposé dans son compte personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos pays, dans les pays comme les nôtres, pays à régime autoritaire, des dictatures, les enfants des présidents, les enfants des ministres, leurs familles, etc., pensent que le pouvoir, c'est eux et qu'ils bénéficient d'une Oui, immunité. mais Tu as lu dans la bien évidemment, Clément Mirassa, ce n'est un secret pour personne. L'argent du pétrole congolais est planqué dans les comptes bancaires privés. Ça, on ne va pas quand même nous le contredire. Les éléments existent et tout le temps, on ne cesse de revenir là-dessus. Dernièrement, vous avez suivi l'information donnée par, je crois, un média français qui disait, qui parlait du cambriolage qui a eu lieu à l'hôtel parisien de Denis Christelle Sassou Nguesso, où on a retrouvé dans cette maison les documents pétroliers du Congo-Brazzaville. Donc les documents qui concernent le pétrole, qui est un patrimoine national, se retrouvent dans une maison, une villa, hôtel particulier de Denis Christelle Sassou Nguesso, et là où loge évidemment une de ses épouses, s'il faut appeler ça comme ça, ou une de ses femmes. Donc, lorsqu'on a volé les bijoux de sa femme, parmi les bijoux et les éléments emportés, les documents pétroliers du Congo-Brazzaville. Voilà comment il gère le mais Congo. Christian, tu parles du cas de Denis Christelle Sassou Nguesso, j'aimerais m'appesantir un peu là-dessus. Il y a eu ce scandale de l'appartement de Miami. La justice congolaise et les gouvernants congolais en ont dit quoi? Absolument rien. Mais c'est un véritable scandale financier. Même quand on a donné Mais l'information qu'il fallait vendre cet appartement aux enchères, personne n'a parlé au Congo. Personne. je continue. Dans la même veine, nous avons appris, et tout le monde peut faire les calculs, à travers les révélations des Panama Papers, que Denis Christelle Sassou Nguesso, en fait, posséderait près de 1850 milliards de francs CFA. Christian, 1850 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Et les Panama Papers sont publiés, la liste des comptes, tous ceux qui sont sur l'Internet peuvent le voir. Et ça ne préoccupe aucun gouvernant congolais. Colline Makosso ne se gêne pas de venir dire que les caisses sont vides alors qu'il y a les pistes pour récupérer cet argent. Parce qu'on sait bien qui peut donner la démonstration, Christian, qu'il a pu obtenir dans ce pays grâce au travail de lui, Dieu de labeur, une fortune de 1850. Et moi, je compare ça assez souvent pour que les Congolais aient bien l'esprit. La reine d'Angleterre, qui a régné pendant 70 ans, a laissé à sa mort une fortune colossale de 371 millions de livres sterling, c'est-à-dire l'équivalent de 271 milliards de francs CFA. Elle n'a pas atteint 1000 milliards, 271. Comment que les gouvernants Comment congolais expliquer expliquent? que Denis Christian Sassou Nguesso se Et, retrouve avec plus de 1800 milliards et l'autre, bien sûr, Jean-Jacques Gouillard, plus et, de 2000 milliards de francs CFA? comment le comité de trésorerie sous la présence du président de la République peut se réunir sans évoquer ces cas, tout en sachant que c'est à cause de ça que les Congolais sont dans la souffrance. Comment, Christian, on peut tenir un comité de trésorerie sans se pencher sur la question des 14 000 milliards, pour lesquels il avait même été prévu qu'un audit devait être fait par la Cour des comptes et des disciplines. C'est là où je parle de la notion de responsabilité. Est-ce qu'on est sérieux? Et après, les mêmes gouvernants vont venir dire que les Congolais les aiment tellement, il faut qu'ils continuent à rester au pouvoir. En fait, ils veulent continuer à rester pour se protéger, pour continuer à piller et pour continuer à enfoncer
les Congolais dans la misère. Et c'est la question qu'on se posait, Clément Mirassa. On va passer à notre volet. Le temps nous tient également. Ben, ce qu'on a noté, évidemment, par rapport au développement que vous avez fait, c'est que le comité de trésorerie n'a même pas pris des mesures de mobilisation, en fait, de la trésorerie, c'est-à-dire des mesures qui feront qu'on puisse faire rentrer l'argent. Vous avez dit tout à l'heure, en plus, ils ont fait une réunion sans rapport. Bon, aucune information n'a filtré, donc on ne sait même pas de quoi ils ont parlé là-bas, mais peut-être qu'on le saura dans les jours à venir. Alors nous allons donc passer cette fois-ci à un autre volet. Ce sont les ONG congolaises qui ont demandé samedi dernier au gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Brazzaville, Théoneste Mutinda Chaka, après avoir tenu bien sûr des propos jugés injurieux envers le peuple congolais, alors qu'il tentait bien sûr de s'expliquer sur les accords de cession de terres agricoles du Congo-Brazzaville au Rwanda, dont voici un extrait de ses propos. Suivez. Je viens de recevoir il y a à peu près 4 ou 5 jours une lettre du consortium des opposants qui m'adressait leurs sentiments sur les accords, disait que ils ne sont pas d'accord que le Congo a vendu d'abord les terres au Rwanda ou a cédé les terres au Rwanda. Donc, ces opposants se sont montrés. On peut dire que ce sont ces opposants qui ont intoxiqué la population à leur donner les informations qui ne sont pas correctes. Je pense que le gouvernement a commencé à expliquer le contenu de ces accords. Nous aussi, nous allons continuer à travailler de concert avec le gouvernement pour faire la pédagogie et montrer aux Congolais, surtout aux jeunes Congolais. Cette année, son Excellence Denis Sassou Nguesso a baptisé cette année l'année de la jeunesse. Et je demanderai à la jeunesse congolaise de ne pas écouter ce que les gens qui veulent les intoxiquer. C'est Théoneste Mutinda Chaka qui s'expliquait évidemment sur les accords de cession des terres du Congo au Rwanda, tout en pointant le doigt, évidemment, l'opposition congolaise qu'il qualifiait d'instrumentaliser la question contre. Pour lui, les opposants étaient en train de saboter le travail du gouvernement congolais. Alors, bon, après là, on se pose la question, pour qui parlait-il et de quel droit le disait-il? Et le 21 août 2024, la plateforme de l'opposition congolaise, dont vous êtes membre d'ailleurs, Clément Mirassa, a demandé carrément l'annulation pure et simple de ces accords. Après avoir accusé réception du courrier du chef du gouvernement relatif aux accords Congo-Rwanda, ces 4 leaders de l'opposition congolaise réunis dans la plateforme MR, PAP, PAPES-DC et Renaissance font entendre à nouveau leur voix et jugent illégaux ces accords, surtout pointent du doigt la mauvaise volonté du gouvernement Makosso. Le président de l'Assemblée nationale a eu les accords presque 3 ans, plus de 2 ans après. Cela témoigne de la mauvaise foi, ce qui justifie qu'il y ait véritablement anguille sous roche. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent dans ces accords, beaucoup d'aspects qui nous dérangent. Et quand vous signez des accords de coopération foncière, le foncier c'est la terre, le Rwanda, quel est leur domaine de compétence en termes d'agriculture? Est-ce que quand vous avez vu la liste publiée sur les 10 pays producteurs, les 10 pays les plus efficaces en termes d'agriculture en Afrique, vous avez vu le nom du Rwanda? Il faut dire que ce gouvernement a des problèmes de crédibilité. N'a pas bien posé le problème. Il y a un problème de fond. Et le problème de fond fait apparaître et fait comprendre aux Congolais qu'il y a un deal caché. Le problème, c'est lequel? L'ambassadeur rwandais dit qu'il est parti chercher des titres fonciers. Après ça, nous voyons une vidéo qui circule. C'est les Rwandais qui disent que mission s'est rendue au Congo et a visité 2 terrains d'une superficie cumulée de 980 km².
Clément Mirassa, Destin Gavé, Jean-Pierre Anyangoy et Victor Onyongo, tous d'un commun accord face à la presse et leurs militants, ont rejeté en bloc ces accords qu'ils estiment dangereux pour le pays. Ces accords posent effectivement problème parce que ce sont des accords nocifs pour le peuple congolais. Nous devrions unanimement dans ce pays rejeter de façon particulière cet accord. Parce que la culture du ricin est vraiment nocive pour nos terres. Cette plateforme de l'opposition prévoit organiser sous peu des descentes dans différentes localités du pays, surtout celles concernées par les accords d'exploitation de terres pour mener des campagnes de sensibilisation. Je voulais comprendre avec vous les raisons qui ont motivé évidemment cette demande, alors que le Premier ministre vous a remis, selon lui, tous les éléments nécessaires sur ces accords et que la suite, tout le débat autour devrait s'arrêter parce que, selon lui, le débat autour de ces accords, c'est désormais sans objet. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous, vous revenez encore et cette fois-là, vous demandez carrément l'annulation pure et simple de ces accords? Non, Christian, je pense qu'il faut que nous clarifions, que nous donnons les informations aux téléspectateurs. Le 28 juin 2024, nous avons tenu une conférence de presse. Et au cours de cette conférence de presse, nous avons fait une analyse approfondie. Je prends un cas par exemple, Christian. Nous pensons qu'on ne peut pas installer Crystal Venture à Maluku. Pourquoi? D'abord parce que Crystal Venture est une structure de la nomenclature militaire rwandaise. Donc, au-delà des apparences d'agriculture ou d'hommes d'affaires dans le domaine industriel, commercial, il s'agit des militaires. Et à notre avis, on ne peut pas déjà aller signer un accord militaire avec un pays qui est en guerre, comme le Rwanda. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait que nous avons essayé d'expliquer, nous ne pouvons pas accepter que nos terres soient utilisées pour fournir au Rwanda les moyens financiers dont il a besoin pour entretenir la guerre et perpétrer les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà par exemple un argument. Deuxième argument, mais le gouvernement n'a jamais répondu aux questions qui lui ont été posées. Sur la base de quels critères et de quelles études les sites choisis ne l'ont été que dans la partie sud du pays, qui ne couvre que 106 000 km², et que dans la partie septentrionale, qui en recouvre près de 235 000, il n'y a absolument rien. Et vous voyez que Colline Makosso n'a jamais répondu à ces questions. Dès qu'il vient dans ce débat, il va vous parler d'autorisation express, autorisation express d'occuper, etc. Denis Christel Sassou Nguesso va vous parler de bons amphithéotiques. Les questions fondamentales, autre question qu'on leur a posée. Pourquoi avoir choisi le Rwanda sans appel d'offres alors que le Rwanda n'a pas une expérience avérée en matière de culture du ricin? Et vous voyez ce qui nous a choqués, c'est que devant ces questions, Christian, ce n'est pas Colline Makosso qui répond, mais c'est d'abord le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda qui se permet sur le territoire congolais de venir dire que ce contexte est entretenu par un groupe politique qui s'attaque au président Denis Sassou Nguesso, qui s'attaque à son gouvernement, à ses réalisations. Mais j'ai répondu en disant, mais les réalisations du président Sassou, c'est vrai. On peut épiloguer là-dessus, mais je dis aujourd'hui, on ne peut pas épiloguer. Il suffit de dire deux choses. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité au Congo. Le bilan du président, ça serait fait. Maintenant, s'ils veulent qu'on rentre dans les détails, on va rentrer. Mais nous, on n'a pas besoin de la présence des Rwandais ici pour dire ça. Nous le disons ici, nous n'avons pas besoin de leur présence. Mais après lui, c'est l'ambassadeur qui prend la parole pour être insolent, injurieux, non pas seulement envers nous, mais envers les Congolais, en disant que nous sommes les détracteurs de la coopération rwando-congolaise, en disant que nous avons intoxiqué la population et qu'eux, ils vont venir faire la pédagogie. Quelle audace, quelle injure!
Le Congo a-t-il cédé des terres au Rwanda? La société civile relance la polémique. Elle est revenue sur les récents propos de l'ambassadeur rwandais à Brazzaville. Le diplomate avait notamment accusé l'opposition de propager de fausses informations concernant les contrats d'exploitation agricole entre les deux pays. Ce sont ces opposants qui ont intoxiqué la population à leur donner les informations qui ne sont pas correctes. Je pense que le gouvernement a commencé à expliquer le contenu de ces accords. Nous aussi, nous allons continuer à travailler de concert avec le gouvernement pour faire la pédagogie. Des propos qualifiés d'injurieux par de nombreux acteurs. Une coalition citoyenne dénonce l'ingérence de Kigali et exige l'expulsion du diplomate. Ce sont des propos vraiment déplacés, c'est un manque de respect. Le peuple congolais est en droit de demander des explications au gouvernement par rapport à ces accords, parce qu'il s'agit de terres. Aujourd'hui, la question des terres est une question brûlante qui a fait l'unanimité au sein de la population qui ne veut pas des accords avec le Rwanda. Et lorsque l'ambassadeur dit qu'il vient pour faire de la pédagogie au peuple congolais, de la pédagogie à un peuple souverain, c'est un manque de respect criard. Des Congolais de plus en plus irrités par l'attitude de Kigali. Si le Congo et le Rwanda ont entamé un rapprochement depuis 2 ans, les modalités de cette nouvelle relation inquiètent. En 2022, des accords ont été signés. Ils prévoiraient notamment la mise à disposition de terres dans le sud du pays à une société congolaise dont les actionnaires sont basés au Rwanda. Mais la légalité de ces partenariats interroge, tout comme les bénéfices pour le Congo. Ces derniers mois, les médias se sont emparés du sujet. Mais c'est Christelle, Denis Christelle Sassou Nguesso, s'il est parti signer des deals avec les Rwandais, je ne sais pas dans quel terme, il faut qu'il sache, Denis Christelle Sassou Nguesso, qu'il y a beaucoup de Congolais qui tiennent à leur dignité. Ils sont certainement pauvres, pas milliardaires comme lui. Encore qu'on peut chercher à comprendre comment il est devenu milliardaire. Et si on prend déjà, je dis à Denis Christelle Sassou Nguesso, si on prend déjà rien que le dossier de l'appartement de Miami, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les pratiques de Denis Christelle Sassou Nguesso et il faut qu'il soit carreau. En plus, nous avons dit que dans la lettre que le Premier ministre nous a adressée, il est clair, lui-même il a reconnu que la communication du gouvernement n'a pas été convaincante. Déjà devant le Sénat, en juin, il avait relevé qu'un seul parlementaire sur 223 les avait soutenus. C'est Tchatima Biala. Sur 223. Mais est-ce qu'il y a meilleure preuve? Et après, Christian, quand on pose la question à Koliné Makosso, et c'est cette question qui est fondamentale, qui ment du Congo et du Rwanda? Parce que l'ambassadeur est venu voir Pierre Mabiala pour chercher des titres fonciers. Ce n'est pas Clément Mirassa qui le dit, c'est lui qui l'a dit au sortir du bureau de Pierre Mabiala. Ensuite, la télévision rwandaise révèle qu'une mission des membres du secteur privé est venue au Congo et a découvert 2 sites de terrain dont la superficie cumulée est de 980 km² et que c'est devenu la propriété des Rwandais. Ça veut dire quoi? Il y a la projection de la Constitution et la création de 2 enclaves rwandaises sur notre pays. Est-ce que les Congolais peuvent l'accepter, ça? En fait, Alors, Clément Mirassa, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas convaincu, disons, de la lettre ou la réponse du Premier ministre Anatole Koliné Makosso, voilà qui, en fait, c'est ce sur quoi vous avez tablé pour demander finalement l'annulation pure et simple de ces accords. Maintenant, est-ce que vous avez une idée du niveau d'exécution de ces accords, en fait? Mais le niveau d'exécution de ces rapports a été donné le 2 août par ce même ambassadeur, qui est finalement un personnage très dangereux. Parce qu'à l'occasion, semble-t-il, de la célébration du 30e anniversaire de la libération du Rwanda, ces manifestations au cours de laquelle il y avait plusieurs membres du gouvernement d'Anatole Koliné Makosso, mais il a déclaré que la réhabilitation et le développement du parc commercial et industriel de Maluku se poursuit, que le travail également se poursuit au niveau du complexe agro-pastoral, etc. Et c'est en ça
que nous disons qu'il y a un deal. Maintenant, Christian, Colline Makosso doit comprendre que le débat a évolué. Et aujourd'hui, je considère que nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante. Pourquoi je le dis? Mais parce que nous avons été vigilants de suivre et de rendre public, grâce à toi d'ailleurs, la vidéo de Laurent Sokoko, mais qui a clairement expliqué comment il était avec Christelle devant le président Dos Santos. Ce qui s'est dit. Et en plus, il a dit, devant la fin de non-recevoir donnée par le président Dos Santos, Christelle s'est tournée vers le Rwanda. Donc, quand Colline Makosso vient dire le dossier est clos, j'ai le sentiment qu'il y a parmi les gouvernants un certain nombre d'entre eux qui veulent que le dossier soit clos et qu'on n'en connaisse pas la réalité. Mais pour moi, Christian, après la jurisprudence de Jean-Marie Michel Moukoko, après la jurisprudence d'Aimé Idever-Moigny, il y a cette vidéo. Laurent Sokoko est vivant. L'État doit mettre les moyens nécessaires pour qu'une enquête judiciaire soit mise en place et que Denis Christelle Sassou Nguesso soit entendu pour expliquer les tenus et les aboutissants, parce qu'on se rend compte qu'il a été vraiment le principal responsable, même s'il n'apparaissait pas dans la communication. Il a été le principal responsable, sinon l'artisan de cette histoire de l'accord avec le Rwanda. Et si c'était pour chercher à prendre le pouvoir pour la conservation du pouvoir, ben, nous disons qu'ils le disent franchement. Maintenant que les Congolais savent qu'il y avait ce complot, ben, il faut que les autorités... Ce qui me surprend, c'est le silence du gouvernement sur cette affaire, le silence d'Anatole Colline Makosso, le silence du ministre des Affaires étrangères. Et vous faites bien de dire que la société civile a adressé une lettre au ministre des Affaires étrangères. C'est le silence du Parti congolais du travail. C'est le silence des partis de la main. On parle bien, Christian, d'un projet d'assassinat du président de la République qu'ils ont voulu, en violation de la loi, considéré comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Il y a beaucoup de raisons. Et évidemment, il y a beaucoup de raisons, Clément Mirassa, ce qui fait penser d'ailleurs à certains observateurs de la vie politique au Congo, du Congo-Brazzaville, qui pensent que dernièrement, j'espère que vous avez aussi lu cette note de finalement la création des forces spéciales au niveau de la présidence du Congo, bien sûr, une note prise par Serge Oboa, et on s'est posé donc la question de savoir, sur ce même plateau avec Guy Mafimba, comment lui, directeur général d'une sécurité présidentielle, pouvait-il se permettre de créer les forces spéciales. Et dans ces forces spéciales, il y a plusieurs unités. On parle de détachement nautique, détachement des drones, c'est ce qu'on a lu, et puis une unité antiterroriste. La question qui s'est posée, c'est où trouvera-t-il ces hommes? Est-ce que c'est au niveau des FARC? Parce que si c'est au niveau des FARC, cela veut dire que le ministre de la Défense devait être au courant, devrait au moins contresigner cette note. Mais pourquoi est-ce que c'est Serge Oboa qui signe lui-même? Donc, en fait, c'est une milice privée, la vérité, c'est ça. On ne va pas le contredire. La preuve, elle est là. C'est Oboa qui a signé donc sa note. Et donc, la question, où trouveront-ils les hommes? Et d'autres commencent à penser, hein, c'est tout normal. De toute façon, chacun libre de ses opinions. Et ce qui fait penser aux gens que d'autres ont commencé à nous dire, n'est-ce pas, les Rwandais qu'on veut voilà, enrôler dans ces forces spéciales pour des raisons que chacun peut commencer déjà voilà, à imaginer. Et on se dit, voilà pourquoi je vous posais la question tout à l'heure expressement, à quel niveau d'exécution se trouvent ces accords? Quand Oboa crée son Christian, unité ou ses forces spéciales, il ne dit pas aux gens où va-t-il trouver les gens qui vont faire partir de ces forces spéciales, et une note signée de lui où il n'y a pas l'aval. Je n'ai pas vu la signature du ministre de la Défense, la signature de Denis Sassou Nguesso n'y est pas, la signature d'Anatole Colline Makosso non plus. C'est une milice privée. Où trouvera-t-il des hommes? Et qui sont-ils ces hommes? Christian, j'ai lu cette note et je pense que mon premier réflexe après avoir lu cette note, c'était de me reporter, de me référer au décret qui créait la Direction générale de la sécurité publique. Je me suis repéré, j'ai retrouvé un texte de 2009
Et ce qui m'a surpris, c'est un décret qui a été pris, et ce décret a été signé à la fois par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre Mbot et par le ministre de la Défense. Mais à partir de quoi le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité publique, peut créer une direction? C'est pour vous dire quoi, Christian? Il y a un problème d'autorité, de restauration de l'autorité. En fait, la question, ce n'est pas moi qu'il faut la poser. Il faut la poser à Collinet Makosso. Qu'est-ce qu'il attend pour annuler cette note? Surtout qu'il en avait, il en a déjà annulé là ailleurs où, voilà, je l'ai vu annuler Mais les notes. il en a annulé, mais en termes de restauration de l'autorité de l'État, chaque fois que l'occasion se présente, il doit l'annuler. Et moi, je donne mon point de vue. On ne peut pas parler des hommes, etc., à partir du moment où, pour moi, le directeur général de la sécurité publique n'a pas le droit, parallélisme La de forme, sécurité présidentielle, vous voulez dire alors? Oui, oui, de la sécurité présidentielle, n'a pas le droit de créer une structure. Et si une telle structure devait être créée, elle doit passer par le Conseil des ministres qui prend un décret et il doit y avoir le visa des principaux ministres, etc. Et c'est ça qui crée les problèmes dans le pays, Christian. Pourquoi je te le dis? Parce que tu parles déjà de bataillon, tu parles de recrutement. Ça veut dire quoi? Au moment où on se plaint qu'on n'a pas d'argent dans le pays, mais ces gouvernants ne ratent pas la moindre occasion de créer des charges supplémentaires. Souvenez-vous de la création des nouveaux départements. Souvenez-vous de ce que, avec la création des nouveaux départements, le Sénat est censé passer de 72 à 90. Et moi, je vous donne mon point de vue. Mon point de vue pour régler ce problème au niveau général, si j'avais à le donner, c'est de supprimer carrément le Sénat, de travailler avec une assemblée et de se battre pour qu'on ait une assemblée forte qui n'aura plus besoin et on fera l'économie de ce budget pour régler un certain nombre d'autres problèmes. Macky Sall l'a fait au Sénégal et les choses ont, à mon avis, très bien marché. Donc, à mon avis, ce n'est pas conforme au texte en vigueur dans le pays qu'au niveau de la Direction générale de la sécurité présidentielle, que cette structure a été créée. Est-ce qu'ils en ont la justification? Je suppose que le président de la République est au courant. Mais si le président de la République est au courant, parallélisme des formes, comme le décret qu'il avait pris en 2009, il faut qu'il y ait un nouveau décret et il faut, au moment de l'examen de ce décret, qu'on réalise si nous avons les moyens financiers pour faire ça. Maintenant, l'autre question que je me pose, Christian, quand je lis les attributions de la Direction générale de la sécurité présidentielle, il semble que la préoccupation essentielle, c'est la sécurité du président, c'est la sécurité des membres de sa famille, c'est la sécurité de ses hôtes, avec un certain nombre de choses. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on doit placer les forces spéciales? Christian, je pose une question de portée générale. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on doit créer une force? Non. S'il y a le besoin de créer une telle direction de forces spéciales, elle doit être rattachée à l'état-major général des forces armées congolaises. Et il faut que nous nous intéressions maintenant à ces questions militaires pour qu'on ne pense pas toujours que c'est les... Non, il faut que les choses soient réglées conformément au texte en vigueur. Oui, mais évidemment, la création d'une force spéciale suppose également une menace particulière. Et ça, on ne nous en parle pas du tout. Non, Quelle est la Christian, menace même s'il y a menace, mais nous avons l'état-major général des forces armées congolaises. Nous avons une gendarmerie, nous avons une police. Mais les attributions telles qu'elles apparaissent dans le texte de 2009, c'est la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes, etc. Est-ce que pour ça, on a besoin des forces spéciales? Possible qu'on ait besoin de créer les forces spéciales, mais elles doivent être créées en ce qui me concerne au niveau de l'état-major général des forces armées congolaises. Oui, mais ça veut aussi dire Voilà que finalement, on n'a plus confiance aux FARC, c'est-à-dire les forces armées congolaises. Ils sont obligés de créer leur milice privée pour se protéger. De quoi concrètement? En tout cas, la réponse peut être
Il faut poser la question à Serge Obo. On va passer donc au dernier volet de notre entretien aujourd'hui. Ce sont les enseignants communautaires actifs du Congo-Brazzaville. Tout à l'heure, on a dit, pendant que le pays est en crise, on crée des nouveaux chapitres, comme qui dirait, des lignes budgétaires supplémentaires. Vous avez parlé des nouveaux départements. Là, on crée une force spéciale. On parle donc des détachements nautiques, détachements des drones. On imagine un peu le coût que cela va faire, mais aussi des hommes, parce que finalement, c'est tout un bataillon. Il faut payer, donc c'est une autre ligne budgétaire. Mais ici, nous sommes sur les enseignants, ceux-là qui doivent transmettre le savoir à nos enfants, qui doivent préparer l'avenir. Les enseignants communautaires aujourd'hui revendiquent les 3 mois d'arriéré que le ministère leur doit. Je dois rappeler également que parmi eux, il y a ceux qui sont en exercice depuis 18 ans, certains 15 ans, 12 ans, 10 ans d'exercice sur le terrain. Les enseignants s'indignent car ils ont 2 trimestres d'impayés à moins d'un mois de la nouvelle année académique qui est 2024-2025. Nous sommes présentement venus voir le président de la Fondation Ebina parce que nous sommes des enseignants communautaires qui travaillent sur le terrain il y a beaucoup d'années. Donc nous sommes venus vers lui pour qu'on trouve satisfaction à nos revendications. Nous travaillons bénévolement, sans salaire. Donc nous voulons bien que l'État puisse nous tenir en ligne de compte. Et on nous qualifie même des âgés. Moi, personnellement, j'ai commencé à travailler depuis 2012. Je suis là sur le terrain, rien ne se fait. Et aujourd'hui, on me traite d'âgé. Je suis maintenant une enseignante âgée. Alors que par ailleurs, il y a des retraités qui sont reconduits, qui travaillent bel et bien. Les organisations de droits de l'homme également dénoncent le fait qu'il y a une exploitation qui est faite sur les enseignants communautaires dans la mesure où beaucoup ont dédié leur vie au travail. Mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, ce qu'on appelle certains jeunes enseignants, qui payent certains responsables pour occuper leur place. Et ça, c'est une dénonciation qu'il faut ne jamais tolérer. On ne peut pas accepter une injustice flagrante de la sorte. Des gens qui ont donné leur vie pour enseigner, mais il y a des jeunes qui arrivent parce qu'ils sont nouveaux, ils arrivent et ils payent des places pour leur remplacer, pour leur intégration. Nous dénoncerons et nous chercherons les personnes qui reçoivent cet argent et nous exposerons. Nous exposerons les gens qui reçoivent des sommes d'argent pour faire intégrer les jeunes pendant qu'il y a des enseignants qui sont depuis de longues années et qui ne sont pas intégrés. Nous chercherons cela et nous mettrons leur visage sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce genre de pratique. Et nous avons appris avec effroi, il faut le dire, que d'aucuns sont payés à 10 000 francs CFA par mois. 10 000 francs CFA. Quand la moisson est un peu bonne, ils arrivent parfois à 20 000, 30 000, 10 000 francs CFA, Clément Mirassa, au Congo-Brazzaville. Christian, ce n'est pas la première fois que tu évoques cette situation. Elle est vraiment troublante, elle donne la chair de poule. L'autre fois, quand tu as abordé cette question avec moi, je t'ai dit que tu es gentil de parler de 10 000 francs par mois. Il faut parler de 330 francs par jour. 330 francs par jour. Et je t'ai bien donné l'indication. Si tu prends 330 francs par jour, pour nous qui vivons à Brazzaville, encore que les transporteurs font pression pour que le prix augmente à 250 francs, mais sinon, la course dans le bus est à 150, mais il y a beaucoup de demi-terrains. Donc, pour quelqu'un qui quitte un combo pour aller au travail, il peut avoir droit à plusieurs demi-terrains. Ben, s'il prend 3 bus, ça fait 450, aller-retour 900. Ça dépasse s'il même gagne 330 francs, vous voyez bien que c'est... Je n'arrive pas à trouver le mot pour qualifier ça. Mais j'ai suivi l'émission que tu as faite avec eux. Ce qui m'a véritablement troublé, c'est de découvrir que dans cet environnement, il y a comme un système mafieux qui a été mis en place. Et lorsqu'il y a des recrutements, j'ai entendu parler de vente de quotas. De quotas, oui. C'est-à-dire que les quotas qui sont attribués affectés à ce comité. De personnel. Mais ça, il faut une enquête immédiate. Il faut qu'il y ait des organes de contrôle qui se préoccupent de ce genre de situation et qui fassent une enquête. Mais vous voyez, Christian, comment on a amené le pays sous terre. Et on dit que pour une place, ils peuvent toucher 300 000, 500 000 francs CFA.
Le ministre le sait-il? Le Premier ministre le sait-il? Dans tous les cas, ils ont mis en cause, excusez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ils ont mis en cause le Premier ministre Anatole Koliné Makosso parce qu'il semble qu'avant l'actuel ministre Moutou, c'est lui qui était là-bas. Donc, le Premier ministre connaît parfaitement la situation. Est-ce que ça peut perdurer? Quelle éducation, quel avenir vous voulez garantir à vos enfants si vous ne payez pas correctement? Et je me rappelle d'un discours que le président ivoirien Alassane Ouattara avait fait, où il mettait en exergue la noblesse de la fonction de l'enseignant et où les dispositions étaient prises en Côte d'Ivoire pour que les enseignants soient pratiquement parmi les cadres les plus payés, les mieux payés. Regardez, moi j'ai travaillé au ministère des Finances. J'ai travaillé au ministère des Finances. Mais est-ce que les Congolais savent que lorsque tu es agent du ministère des Finances, tu as une indemnité, le fait d'être de cette structure du quart de salaire. Tu as droit au quart du salaire. Mais il faut étudier les mesures qui vont motiver. S'il y a une fonction à laquelle nous devons accorder beaucoup d'importance, c'est l'enseignement. Et regardez comment nous avons enterré l'enseignement. Regardez même à l'université. Les vacataires se plaignent. Quand il y a recrutement, on recrute d'autres personnes en dehors de ceux qui dispensent. Évidemment, mais c'est cette mafia qui a été installée au niveau du ministère de l'Enseignement qui vole les quotas des enseignants pour les vendre à leurs parents à 300 000, 400 000 et on enrôle donc dans la fonction publique. On commence d'abord à l'enseignement, c'est-à-dire on prend des parents, on les recrute dans l'enseignement alors que ce ne sont pas des enseignants, ils n'ont rien à voir avec l'enseignement. Quelque temps après, et on les mute dans d'autres fonctions, d'autres services, voilà, de la fonction publique. Qui a prôné C'est comme ça surtout que ça marche mal. Non, mais je le dis parce que, comme on a des jeunes étudiants, on discute, etc. Mais il nous arrive souvent d'apprendre que même dans les concours qui sont organisés pour entrer à l'université, mais il faut souvent 300 000, 500 000, 1 million. Les dénonciations ont déjà eu lieu en ce qui concerne les Congolais pour l'obtention du passeport. Est-ce qu'on peut continuer à accepter et à gérer ces situations? Et après, on vient déclarer année de la jeunesse. En quoi 2024 ou bien 2024, 2025, 2026 serait l'année de la jeunesse si on ne garantit pas à chaque jeune Congolais l'égalité de chance? Est-ce que c'est normal? Déjà, les Congolais sont frustrés de voir que les hommes politiques ont commencé à amener leurs enfants en politique, dans les fonctions, Non, on ne peut pas continuer, on ne peut pas bâtir la nation comme ça, Christian. Il faut qu'il y voilà, ait on va donc une terminer Clément Mirassa. J'espère que l'information étant révélée, comme l'avait fait d'ailleurs Fred Makita, on a interpellé le directeur général de l'hôpital de Dolisie. Et maintenant là, c'est ce scandale qui défraie maintenant la chronique, le vol des quotas des enseignants communautaires actifs du Congo-Brazzaville par les fonctionnaires du ministère de l'Enseignement et les noms ont été cités. C'est là-bas qu'on vole aussi leur argent, débloqué évidemment par la Banque mondiale. C'est eux qui l'ont dit, ce n'est pas moi. Encore qu'on vient de nous dire le contraire, mais en tout cas, notre plateau est libre pour, ben voilà, pour la réaction, pourquoi pas. Ils peuvent venir démentir, tout comme ils peuvent venir donner leur point de vue, pourquoi pas. J'espère que le ministère de l'Enseignement du Congo nous entend. Vous avez là, c'est déjà une invitation qu'on vous lance. Si vous pensez que ce qui a été dit n'est qu'une diffamation, mais sinon, l'information a été donnée au service habilité de saisir l'information et d'en faire ce qu'ils doivent faire. Clément Mais je Mirasson, voulais dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose, Christian. oui. Bon, chacun défend sa charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, on a parlé du comité de trésorerie et le constat que j'ai fait, c'est que c'est après cette réunion que l'argent pour payer les retraités a été débloqué. Donc, nous, retraités, nous devons prendre conscience que lorsque nous ne sommes pas payés, c'est le comité de trésorerie qui bloque. Encore que nous devons dire que le Premier ministre, lorsqu'il s'est réuni avec les syndicats des retraités le 23 juillet, il avait dit qu'immédiatement, la pension du mois de mai allait être payée.
Celle du mois de juin allait être payée avant le 15 août. Malheureusement, cette promesse n'a pas été tenue parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 26. J'apprends que les numéraires ont commencé à payer, mais cette promesse n'a pas été respectée. Maintenant, pour le reste, il faut que ça soit respecté. Le reste, c'est quoi, Christian? J'ai entendu dire que fin septembre, que fin août, début septembre, le Congo va résoudre son problème des équilibres macroéconomiques. Et qu'à partir de ce moment, les mois de juillet et août, en termes de pension, devraient être payés et qu'on ne devrait pas avoir des problèmes. Maintenant, je dis au comité de trésorerie, mais les Congolais ont pris conscience. Vous les faites souffrir parce que vous ne voulez pas récupérer l'argent qui a été dilapidé des caisses de l'État. Est-ce que vraiment les gouvernants peuvent expliquer aux Congolais comment un Congolais peut disposer dans les paradis fiscaux d'une somme colossale, soit de 1850 milliards, soit de 2000 milliards, soit même de 15, de 20, de 30 milliards? Sur quelle base? On ne peut pas bâtir un État en se basant sur des valeurs négatives comme le vol, la corruption, les détournements de deniers publics. Et si on s'enfonce dans cette voie, c'est qu'on a choisi la voie de l'autodestruction du pays. Et après, vous voulez demeurer éternellement au pouvoir. Donc, vous voulez demeurer là pour continuer à faire souffrir les Congolais. C'est en ce moment-là, Christian, que je vais terminer en interpellant les Congolais. On s'efforce pour que les Congolais aient la lumière sur un certain nombre de problèmes qui sont connus dans notre pays. Et chaque fois qu'on le pourra, on essaiera d'apporter l'information. Et aujourd'hui, nous interpellons, nous demandons au gouvernement, nous demandons au Premier ministre Anatole Koliné Makosso, même si son gouvernement n'est pas crédible, qu'il prenne les dispositions pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du Trésor public, pour faire la lumière sur les 14 000 milliards et pour régler le problème des dossiers comme le FIGA, la route imaginaire de 137 km et tous les autres dossiers. Dans tous les cas, nous ne cesserons pas d'y revenir tant que le problème ne sera pas résolu. S'agissant des Rwandais, Christian, je dois dire que j'ai déjà fait une émission avec toi. J'avais demandé purement et simplement la rupture des relations avec le Rwanda, pour une raison simple. Des deux, il y a quelqu'un qui ment. À partir du moment où il y a du mensonge, cette relation doit être carrément rompue. Et nous devons continuer et repartir sur des nouvelles bases. Maintenant, si les gens ont pris l'argent du Rwanda, ben, qu'ils s'efforcent à le rembourser. Voilà, Christian. C'est ce que je voulais dire. Ceux qui ont pris l'argent, alors rendez l'argent des Rwandais. Si vous avez pris l'argent, bien sûr, on a mis si. Donc, c'est au conditionnel. Et je disais donc tout à l'heure, là, d'ailleurs, je lançais donc une invitation au ministère de l'Enseignement. S'ils veulent faire un droit de réponse, c'est local de faire. Le plateau, il est libre. Mais sinon, nous avons une information et qui choque les Congolais, d'ailleurs, d'apprendre que des enseignants gagnent 10 000 francs CFA. Je crois que là, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est une façon de déshumaniser les Congolais, de les traiter comme des esclaves. Le mot, il est dur, fort, mais c'est ça. On ne peut pas faire ça aux Congolais qui, en plus, enseignent, transmettent le savoir aux futures générations. Non, ce n'est pas faisable. Voilà, c'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci Clément Mirassa d'avoir encore été avec nous pour ce décryptage. Et c'est un rendez-vous probablement qu'on prendra chaque semaine. On va regarder ce qui est faisable et toutes les fois, on reviendra sur l'actualité socio-économique du Congo, pourquoi pas politique aussi, sécuritaire, toutes les informations nécessaires à décrypter. En tout cas, grand merci d'avoir été disponible pour ça. Merci à R7. Je ferai de mon possible pour me rendre disponible chaque fois que ce sera possible. Merci à vous, Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes président du PSDC, ancien ministre du Commerce, ancien ministre congolais du développement industriel.
Un grand merci à vous aussi, mesdames, messieurs, de nous avoir encore consacré votre temps si précieux, de nous avoir suivis, surtout de nous avoir fait encore confiance. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et partagez massivement cette interview. Aidez-nous à informer une large audience et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de R7 aussi et de l'émission que nous venons donc de vous présenter. Nous comptons aussi sur vous, sur votre soutien pour continuer à vous informer. Faites un petit don pour continuer à faire vivre R7. Quand j'ai dit ça, on se retrouve très prochainement. Merci.